Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Cette vidéo est la suite de la vidéo Show 181, présentation d'une installation de chaude sanitaire toute électrique de 6000 litres. Dans cette vidéo, je vais ouvrir les 3 ballons pour pouvoir faire l'entretien. Donc pour ça, pour ouvrir les ballons, je vais ouvrir le trou d'homme, là où il y a les résistances électriques. Sur cette photo, on peut voir donc le trou d'homme qui est fermé. Donc en bas, c'est le cache derrière lequel il y a les connexions électriques des résistances. Et au-dessus, on a le thermostat et le petit bouton réarmement, à quoi ça surchauffe. Et encore au-dessus, on peut voir donc une sorte d'écrou qui est l'anode du ballon. Donc là, on peut voir sur la plaque signalétique que ce sont des résistances donc alimentées en triphasé, donc 400 volts. Et la puissance totale donc de ces 3 résistances électriques, car il y en a 3, donc la puissance totale est de 18 kW et c'est un ballon de 2000 litres. Donc plus loin dans la vidéo, je dirais que c'est un ballon de 1000 litres, mais en réalité non, c'est un ballon de 2000 litres. Alors pour pouvoir ouvrir le trou d'homme, pouvoir avoir accès à l'intérieur du ballon, il faut d'abord le vider. Donc ici, l'installateur a bien fait les choses, ce qui est assez rare pour le signaler. Donc là, on peut voir qu'ils ont mis un tuyau en cuir avec un coude. Donc l'extrémité du côté du ballon est filetée et on le visse dans la vanne de purge du ballon, sachant que tout ça c'est démontable. Et donc ça, je viens de le monter car les ballons sont dans un sous-sol donc d'un immeuble. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment de grille pour l'évacuation des eaux, il y a juste ce petit trou là qu'on voit sur la droite là. Et donc là vous avez donc 2000 litres d'eau, donc 2000 litres d'eau. Pour vider un ballon de 2000 litres et pour aller assez vite, il faut quand même canaliser le flux d'eau, ou sinon on inonde toute la chaufferie, sachant que ici c'est pas vraiment une chaufferie, c'est un local qui a été transformé. Donc ça c'est bien. Ça c'est la première étape, donc raccorder la sortie du ballon donc dans les égouts. Alors la deuxième étape, ça va être bien sûr de fermer l'arrivée d'eau du ballon. Et après, donc là, ici, ces 3 ballons serrés, comme je l'ai indiqué, j'avais fait une vidéo qui présentait cette installation-là. Donc là, ce que je fais, c'est que j'isole ce ballon, je le bypass. Donc une fois que ça c'est fait, je vais ouvrir donc la vanne du haut. Donc c'est-à-dire que je vais enlever le purgeur, car pour vider un ballon de 2000 litres et pour que ça aille vite, c'est-à-dire que là je le fais dans la journée, la purge ne se fait pas la nuit, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas 8 heures pour vider le ballon, je crois que je vais le faire en moins d'1 heure. Donc je vire le purgeur et j'ouvre la vanne. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien canaliser le flux d'eau en bas du ballon pour le mettre directement à l'égout, car sinon toute cette masse d'eau ça va en mettre partout, quoi. Il y a des chauffe-eau, c'est pas un problème, mais ici c'est un problème, donc il faut bien canaliser l'eau. Donc là c'est ce que je disais, là l'installateur a prévu donc pour chaque ballon la tuyauterie cuivre pour le mettre donc dans le trou d'évacuation, fixé au mur, un ballon 1, 2, 3, donc ça c'est super. Donc une fois que la vanne de vidange est ouverte et qu'au bout d'un certain temps le ballon est vide, on peut déboulonner, on peut enlever les boulons du trou d'homme. Donc là j'ai commencé à ouvrir le trou d'homme, sachant que les résistances électriques sont dans des doigts de gants et les doigts de gants sont soudés, sont intégrés à la trappe du trou d'homme. Donc là on peut voir déjà un peu l'intérieur du ballon, on peut voir qu'il y a de la matière solide à l'intérieur. Alors sur cette photo, on peut voir que j'ai sorti avec une personne du bâtiment l'ensemble donc des 3 résistances électriques et donc la plaque du trou d'homme. Donc on va voir, c'est assez long et c'est très lourd. Donc c'est une opération qui ne peut pas se faire tout seul. Et là sur cette photo, on peut voir les résidus que l'on trouve au fond d'un ballon ECS. Donc là je suis en train de faire l'entretien du ballon. Donc, et on voit que c'est pas solidifié, on dirait de la purée, genre de la purée mousseline déshydratée, quoi. Vous voyez? Mais ça, je pense, c'est parce qu'il y a des filtres, des systèmes anti-calcaire sur le réseau. Mais ce ballon, il a jamais été ouvert. Et deuxièmement, ce ballon n'a jamais eu de chasse-ballon. C'est pour ça qu'en principe, vous faites la chasse-ballon 1 fois par semaine. Voilà. Quand c'est pas fait, c'est blindé de merde. Donc ça c'est mon évacuation, ça. Voilà, donc avec la pelle je vais gratter, après je vais mettre un petit coup de flotte dedans pour la finition, et voilà. Par contre, lorsqu'on voit ces petites résistances électriques, j'ai voulu le faire tout seul, mais le problème c'est qu'avec le
Le problème de levier, c'est la misère après. Enlever et à remonter, il faut être deux. Voilà, voilà. J'étais trop optimiste. Tout seul, c'est impossible. Donc ça, c'est 3 résistances de 18 kW. Hein, et chacune de ces résistances mesure 113 cm, donc plus d'1 mètre de long. Donc ça, bon, je l'ai pas dit, à l'intérieur, il y a les résistances. Hein. Ça, c'est des doigts de gants, ça. C'est des doigts de gants d'1 mètre 13. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas des rails pour les faire coulisser, ces doigts de gants à l'intérieur. Donc voilà, là j'ai fini de nettoyer l'intérieur, hein, donc là c'est beaucoup plus propre. Donc tout est dans la poubelle. Et là on voit que... Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que l'anode est morte. Donc l'anode, c'est ce qui protège le ballon de la corrosion. On voit que le ballon est en bon état. Hein. On voit que le ballon est en bon état. Voilà, donc l'anode elle est ici, j'en ai pas de rechange. Voilà, donc maintenant il va falloir remonter ça là. Et je pense que ça va être compliqué quoi. Il faudrait pratiquement des serre-joints parce qu'avec le poids là qui s'en va en bas là. En plus on a le calorifuge qui nous fait chier là, qui va me faire chier pour mettre les écrous. Quoi, l'écrou, le boulon quoi, la vis, hein. Vis écrou, boulon. Bon, voilà. Donc là, ça fait 2 heures que je suis dessus, en comptant la vidange. Donc un ballon de 2000 litres, hein, lorsque vous enlevez le purgeur, là. Ballon de 2000 litres, j'ai vidé en moins d'une demi-heure, hein. Moins de 30 minutes. Donc voilà, donc il est nettoyé. Donc après, on peut mettre un petit produit type chloré, là, pour le désinfecter. Bon, ça dépend après des entreprises pour lesquelles vous travaillez, hein. En plus, il faut l'avoir. Donc moi j'avais du polychloré mais liquide. Donc il faut un masque à gaz et j'en ai pas, donc je vais pas l'utiliser. Mais après vous avez du polychloré en pastille comme il y a dans les piscines, vous balancez dans le ballon et vous refermez. Donc là j'ai pas les EP donc ça va rester comme ça. Donc là tout est nettoyé, j'ai rincé. Maintenant voilà, il faut remonter le monstre. Je l'ai pas dit bien sûr, mais lorsqu'on enlève ça, là, les résistances, il faut bien sûr les couper absolument. Hein. Car si les résistances fonctionnent sans eau, déjà bon ça va être chaud, et surtout elles vont se dilater, elles vont cramer. Donc là avant le remontage j'ai nettoyé tous les joints à la brosse et la portée là-bas, qu'il n'y ait pas de poussière qui se mette dessus parce qu'on voit le joint il est intégré à la plaque du tour d'homme. Voilà, donc là c'est mon premier test parce qu'après j'ai 3 ballons à faire, mais déjà je vais faire celui-là et je pense que si j'arrive à bien le faire dans la matinée ça sera déjà bien. Sur cette photo, on peut voir ce qui reste de l'anode, hein, c'est une petite tige métallique. Donc lorsque l'on voit ça, bien sûr, c'est que l'anode a été complètement bouffée, hein, et une anode au magnésium, c'est assez long. Hein. Donc là, il n'y a plus d'anode, et comme j'en ai pas dans la chaufferie pour la changer, bien je ne la change pas. Hein. Ça sera une opération qui sera faite ultérieurement. Ce qui est un petit peu bête, c'est que pour changer une anode, il faut quand même vider une bonne partie du ballon. Alors pour remonter ça a été folklorique, hein, donc j'ai dû prendre l'assistance de l'homme d'entretien du bâtiment. Bon, il n'a pas été content parce que bon, je l'ai empêché de continuer son travail. Hein. Mais bon, là c'est clair que remonter ce bordel sans des outils spécifiques. Vous voyez là on a pris aussi une corde là, pour le mettre sur les doigts de gants pour soulever tout ça. Le gros problème c'est bon, mettre l'écrou du haut déjà c'est pas évident. Mais après c'est mettre celui-là du bas quoi. Il y a tout le poids là ça fait effet de levier pour que ça sorte là. Et c'est vrai qu'il faut être 2, mais bon c'est con hein, parce que l'opération dure quoi? Dure 20 minutes quoi. Ouais, au moins 20 minutes. Mais je pense que je vais m'acheter pour le prochain là, pour les prochains, donc des serre-joints pour aider à rapprocher ce putain de trou d'homme. Parce qu'une fois que vous avez mis la vis en haut là, c'est vrai qu'en bas ça fait il faut vachement pousser, et bon, le sol glisse, tout ça, c'est un peu la galère. Mais c'est vrai que c'est pas évident à faire. Donc là je vais resserrer tout ça, j'espère que les joints je les ai bien nettoyés, que ça va pas pisser. Remettre en eau. Contrôler les résistances au niveau serrage. Je vais même pas le contrôler à l'eau-mètre, ça. Je vais envoyer le jus direct et je vais faire le test d'intensité, voir si tout est correct. Puis voilà. Et une fois que ça sera rempli, que j'aurai bien purgé, là, donc le purgeur en haut, là, je ferai que je refasse l'étanchéité. Et voilà, après ça sera bien.
Donc là je suis en train de remplir le ballon, donc là on voit là, on entend l'air qui sort, hein, donc c'est l'eau froide qui pousse dans le ballon. Donc bien sûr le départ est pas ouvert, et là si je ferme là, donc là je remplis, on va voir que je vais monter en pression là. Vous voyez, donc quand les ballons sont pas purgés, si vous envoyez ça sur le réseau, ça fait des coups de bélier titanesques sur les tuyauteries. Comme l'utilisateur ouvre le robinet, il y a le robinet, il y a l'eau qui gicle sous pression, quoi. Donc là, j'ai ouvert à fond, donc ça arrive vite. Ce qui fait que si je fais pas attention, là, je peux inonder là. Je peux faire un petit dégât des eaux, là, en plus il y a le luminaire qui est juste au-dessus, là. Donc il faut faire attention, mais là je vais me remettre le purgeur. Comme ça je suis plus tranquille. Bon là je le remplis quand même assez vite, il est 11h15. Ouais, j'ai viré le purgeur pour aller vite. Parce que là ça crée une restriction importante, ça fait des pertes de charge. Surtout pour le vider. Donc là je vais le fermer, je vais voir si de l'autre côté c'est bien ouvert à fond. Donc là j'entends le compteur tourner. Là je suis ouvert à fond. Voilà, donc le truc qu'il faut savoir c'est que donc là je suis ouvert à fond, une fois que la pression du réseau, l'air qu'il y a dans la cuve sera comprimé à la même pression que le réseau, donc il n'y aura plus de... l'eau ne pourra plus entrer dans le ballon. Donc là on voit ça va beaucoup plus lentement. Là on voit que ça remplit lentement. Donc là vous voyez là, ou pas, si vous voyez là je suis à 3 bars. Là je passe ici, je suis à 1 bar 4. Donc là le filtre à mon avis il est colmaté. Et là regardez, là je passe le machin anti-tarte là, je suis à 1 bar. Voilà les conséquences des pertes de charge, qui fait qu'après les utilisateurs, comme c'est l'eau froide qui pousse l'eau chaude, et bien au dernier étage ils n'ont plus d'eau chaude. Et donc s'ils n'ont plus d'eau chaude parce que l'eau chaude n'arrive plus à monter, alors on le voit on est à 1 bar, donc ça veut dire que l'eau peut monter jusqu'à 10 mètres. Hein. Et bien ce qui se passe c'est que il n'y a plus d'eau froide aussi, c'est-à-dire que lorsqu'ils ouvrent le robinet, il n'y a plus rien qui sort. Donc quand vous faites cette opération là, il faut prévenir les gens que lors du remplissage du ballon il n'y aura plus d'eau dans le bâtiment, parce qu'après vous pouvez remplir le ballon lentement, mais le problème c'est que ça met beaucoup de temps. Là je le remplis en vitesse maximum, c'est-à-dire que j'ouvre la vanne à fond d'arrivée d'eau froide, donc c'est moi qui puise tout l'eau froide du bâtiment. Et ça permet d'aller très très vite pour remplir le ballon, et le ballon fait 2000 litres. Donc voilà, ne jamais négliger les filtres. Donc là on a un filtre là. Voyons. Ouais, l'eau sort, hein, l'eau sort. Hein. Va falloir l'ouvrir. Va falloir l'ouvrir. Il doit être plein de merde. 1 bar. Voilà. 1 bar. Voilà, donc là, s'il y a des gens qui prennent leur douche à ce moment-là, il n'y a plus d'eau chaude. Donc ça, c'est un grand classique, ça, sur l'eau chaude sanitaire. Lorsqu'il n'y a plus d'eau chaude au point de puisage, surtout dans les derniers étages, c'est que les filtres, là, sont pleins de merde. Là, on le voit bien, là. On voit bien l'arrivée d'eau froide du réseau de ville est à 3 bars. Là, je suis à 1 bar 6. Donc j'ai perdu déjà 1,4 bar. Je passe ce truc là. Et je passe à 1 bar 4. Donc là vous voyez, là j'ouvre. Là je vais ouvrir. Donc là c'est à la pression du réseau. Donc là c'est à 2 bars. Et ça devrait monter à 3 bars en statique. Donc voilà, donc imaginez là, vous ouvrez les départs d'eau là, d'eau chaude, vous envoyez ça sur le réseau, pas bon là.
Alors imaginez si vous envoyez ça sur le réseau, le carnage. Donc là je vais ouvrir gentiment l'eau froide et je vais mettre mon purgeur automatique. Et là, comme il n'y a plus de tirage, on voit que je suis bien à 3 bars sur l'eau de ville, donc c'est le filtre d'entrée eau de ville, ça. Là, on voit que je suis à 3 bars. Et là, on voit aussi que je suis à 3 bars, parce que là, je suis en statique, c'est-à-dire que l'eau circule au niveau de la boucle de recyclage ECS, mais on n'a plus de débit. Rien à voir avec le tirage que je viens de faire. Là. Voilà, le seul moyen d'avoir un tirage comme ça, c'est lorsqu'ils font c'est lorsque tous les gens dans l'immeuble, lorsque les gens prennent des douches. Donc là, je remonte le purgeur et j'ai enlevé le bouchon là. Donc ça c'est un bouchon qu'il faut dévisser un petit peu, mais là j'enlève carrément pour que ça aille plus vite. Ça c'est un bouchon, par exemple si le purgeur pisse, vous le bouchez et ça pisse plus. Pour le savoir. Donc là je surveille quand même. Donc voilà, il a fini de purger. Donc là je vais remettre son petit bouchon. Donc ça c'est un bouchon qu'il faut pas serrer. Hein. Il est là, donc c'est pour la purge. Et quand il pisse ici, on le ferme pour éviter que, soit on le ferme ici, soit on le ferme là, pour éviter que ça pisse. Voilà, c'est plein. Donc après, je vais pouvoir revoir les vannes, sachant que les ballons sont serrés, hein, donc ça pose pas de souci. Et après ici, là, je vais contrôler les résistances, les serrages, le serrage des résistances. Et après je ferai l'ampèremètre, contrôler l'intensité qui passe dans les résistances. Donc voilà les 3 résistances, hein. Ces 3 résistances sont dans des doigts de gants. Donc là je veux juste contrôler le serrage. Et voilà. Donc bien sûr pour contrôler le serrage il faut contrôler qu'il n'y ait pas de tension, hein, qu'il n'y ait pas de jus. Là on est sur donc 3 résistances, le tout fait 18 kW et c'est alimenté en 400 volts. Donc ce sont 3 résistances stéatites. Donc là on voit ici, là ça c'est le point étoile là, du câblage, là en phase 1, phase 2, phase 3, donc là il y a les 3 phases. Là c'est le point étoile, donc à se coupler bien sûr en étoile. Voilà, et là on voit que c'est cette coupelle là qui maintient les 3 résistances dans leurs doigts de gants respectifs. Donc là j'ai fait le serrage, c'est bon, tout est nickel. Donc là on peut voir cette photo, une vue globale des 3 résistances et du bornier. On peut voir que la terre est raccordée sur le cache des résistances électriques. Donc en ouvrant les autres ballons, donc on peut voir sur celui-là, donc en haut hein, on voit le petit tuyau, hein, c'est l'arrivée d'eau froide. Hein. On peut voir qu'il y a de la matière solide, hein, ça va être du calcaire. On peut voir aussi en haut du ballon de la matière qui est marron, donc ça c'est la corrosion, hein, le ballon commence à être attaqué. Et là on peut voir en bas à droite une longue tige. Donc cette tige servait de support à l'anode, donc l'anode est bouffée, donc la tige est tombée à l'intérieur. Donc là on peut voir ce qui reste de l'anode. Là sur cette photo on peut voir avec un système artisanal la manière dont j'enlève la matière solide là au fond du ballon avec une pelle et un balai. Donc après nettoyage on peut voir la corrosion, hein. On voit que le ballon est attaqué sur le côté. Et donc pour le dernier ballon on voit la même chose, hein. Donc au fond de la matière solide on peut voir les restes de l'anode. Donc là dans ce ballon là donc que j'ai présenté dans la vidéo là que je signale au début de la vidéo là, donc la présentation de cette chaufferie, on peut voir donc là ce qui pourrait ressembler à une anode, mais c'est pas une anode, c'est une résistance de chauffe, hein. Donc c'est la résistance électrique d'appoint. Si jamais il y a plus assez d'eau chaude, et bien ça se met en marche, sachant que ces ballons là sont chauffés la nuit en heure creuse. Et ça c'est contrôlé par le régulateur que j'ai montré justement dans cette vidéo, la vidéo chaud 181. Donc sur cette photo, donc c'est l'autre ballon, je sais plus si c'est le 2 ou le 3, donc j'ai sorti les résistances, et là on peut voir la matière qu'il y a dessus. Donc à noter, hein, lorsque vous mettez les mains dans ce genre de tripaille électrique, donc il vaut mieux toujours avoir des gants, hein, même si c'est pas des gants isolants. Bon après le mieux c'est de couper le jus, hein. Mais lorsque vous faites du mesurage, faut faire vraiment très attention, car là on peut le voir cette photo là, le câble, lorsqu'il a été dénudé, un des conducteurs a été abîmé. Donc là on le voit très bien, le cuivre là. Donc si c'est sous tension, si vous touchez par inadvertance le conducteur qui est censé être isolé, ben là vous voyez que si vous n'avez pas de gants, là vous prenez le jus là. Donc ça a été fait au jokari, lorsque le gars est dénudé, la lame du jokari était trop sortie. Donc voilà, donc le mieux c'est de faire un test à blanc pour voir si on n'abîme pas le câble. Après peut-être que le gars avait le système de réglage de son jokari qui était pété. Parce qu'après, il faut savoir que dans certaines entreprises, pour avoir du matériel, c'est très
très dur, hein, très compliqué, il y a beaucoup de radins, hein. Et donc on fait avec ce qu'on a. Même avoir un Jokari neuf, ça peut être un problème dans certaines entreprises. Pourtant ça coûte pas cher, hein. Donc là, ce câble là, pour le réparer, il suffit de au pire mettre du scotch Chatterton, et le mieux c'est de mettre de la gaine thermo-rétractable. Alors voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.